23 ans. Et des fois, je me dis que je sais pas trop apprécier la vie. Je prends justement les belles choses trop à cœur, jusqu'à ce que je manque d'en crever. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler film. Et oui, ça fait très longtemps que nous n'avons pas parlé autre chose que actualité sur cette chaîne, mais il faut dire que l'actualité a été très dense ces derniers temps. Et du coup nous nous retrouvons pour parler d'un film réalisé par deux auteurs, on va dire entre guillemets confirmés, pas pour les bonnes raisons on va dire. Il s'agit de Cherry, réalisé par les frères Russo. Les frères Russo, pour ceux qui ne savent pas qui c'est deux réalisateurs, un duo de réalisateurs qui sont très connus pour des chefs-d'œuvre comme Avengers et Civil War ou Captain America. Franchement, des chefs-d'œuvre, hein. Tout le monde applaudit la mise en scène des frères Russo. Je dis ça avec absolument pas d'ironie, mais bien sûr qu'il y a de l'ironie, sinon vous comprenez pas le sarcasme quand on parle, les gens. Mais voilà, ils sont venus avec un nouveau film qui a été produit par leur société de production HBO, dont c'est eux qui la gèrent, et derrière ça a été distribué par Apple+. Donc, du coup, nous allons parler de ce film un peu plus en détail pour savoir ce qu'il en est. Je vais vous dire une chose, pour le synopsis, histoire de pas m'emmerder, je suis allé sur la page Wikipédia. Cherry, aide-soignant dans l'armée américaine, revient au pays après la guerre en Irak. À son retour, il souffre du trouble de stress post-traumatique. Il commence à consommer de l'héroïne, voilà, il commence à consommer de la drogue avec sa petite amie. Pour financer ses addictions, il se met à braquer des banques dans la région de Cleveland. Donc voilà, si pour ceux qui ne savent pas, ce film est une adaptée d'un roman semi-autobiographique de Nico Walker, dont j'ai pu un peu lire un petit peu quelques extraits en anglais. Attention, mon niveau d'anglais n'est pas étant exceptionnel. J'ai réussi à quand même comprendre la large partie des écrits de Nico Walker. Mais on va voir à quel point ça distorde un petit peu quand même avec la réalité, entre guillemets, des frères Russo, qui a du tout rien à voir avec la vraie notion de film biographique, on va dire. Du coup, on va définir ce film comme un drame, slash film de guerre, slash film de casse, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais je vais juste vous dire une chose, en fait, c'est surtout que j'avais parlé dernièrement du film du milieu, c'est-à-dire ces films, on va dire soit entre 40 et 60 millions de dollars. Là, le film est situé entre 30 et 40 millions, donc on est en plein dedans. Donc, c'est-à-dire un film quand même avec pas beaucoup d'argent, avec un certain budget, pas exceptionnel pour faire des trucs extraordinaires, mais quand même conséquent pour être confortable. On sent que les frères Russo ont voulu revenir à un cinéma un peu moins blockbusteresque, s'éloigner un peu des films à 200 millions de patates, mais clairement, on va commencer par la mise en scène, parce que la mise en scène, on va dire, c'est zéro, quoi. Je vais être méchant, hein, je vais être très méchant sur cette critique. Hein. Et la vie n'est absolument pas chaude, j'ai quand même pris le temps de digérer un peu le film, mais il me restait toujours un coin de la tête, mais je me dis, putain, mais les mecs, ils se prennent pour je sais pas quoi. Et je vais commencer par ce point, par la mise en scène, c'est que j'en ai marre de ces réalisateurs et réalisatrices du Marvel Cinematic Universe ou du DC Universe qui font un bon succès via les Marvel et les DC, et qui se prennent du coup pour des super auteurs qui sont capables d'écrire de grands scénarios, de grandes choses. Et là, vraiment, je pense avec ce film qu'on a la preuve que ce n'est absolument pas le cas, et que c'est, entre guillemets, juste des faiseurs qui veulent se donner une casquette d'auteur. Alors par exemple, moi je suis le premier à applaudir le cinéma de Michael Bay, parce que j'adore Michael Bay, parce que Michael Bay, à lui, a des thématiques propres. Là clairement, les frères Russo, ça sent que c'est les mecs qui ont pris ce sujet pour faire vraiment un drame assez costaud, assez rigide, pour faire genre, regardez, on peut faire des super films autres que du Marvel, et qu'on est des auteurs, avec la casquette écrit auteur dessus. Clairement, ils essaient d'être dedans, et clairement, ça marche pas. Et ça se sent déjà par la mise en scène, parce que la mise en scène, tu sens qu'ils ont pompé tout ce qui peut se faire dans le cinéma, on va dire,
on va dire 70, 80, 90. Ça fait clairement penser à un teen movie, vraiment, on va dire, des années 90, un peu bateau, un pseudo Greg Araki passé à la Javel, quoi. C'est-à-dire la drogue en moins, le truc hallucinogène en moins. Franchement, j'ai l'impression de voir Oui qui prend de la drogue. On sent que vraiment, ils gèrent pas leur sujet. Tom Holland joue correctement bien cette partie. Mais on sent, parce qu'il est jeune, un peu paumé, il a cette tête de minet qui fait que ça marche bien. Mais globalement, on sent vraiment qu'ils savent pas de quoi ils parlent, surtout dans l'aspect du teen movie, de la jeunesse, ils sont complètement largués, là où je pense qu'un réalisateur comme Greg Araki comprend, même depuis les années 80, Greg Araki comprend encore la jeunesse, et justement ses déboires, ses envies de vivre, de liberté, de profiter de la vie, carpe diem, quoi, en quelque sorte. Mais clairement, ça passe clairement à côté, et ça veut se donner Jones, mais j'ai l'impression de voir sur cette première partie, de voir un étudiant en cinéma qui fait son premier long métrage. Et encore, je vous conseille de voir les premiers longs métrages, notamment par exemple de David Robert Mitchell, qui l'a fait avec $1 million sur la jeunesse. Vous allez voir, c'est pas du tout le même niveau. Do you want to swim over there? What happens over there? We talk. And they trick you into giving up your childhood with all these promises of adventure. Once you realize what you lost, it's too late. Can't get it back. Do you want to come inside? No, I feel like running. Voilà, et clairement, c'est une très belle histoire qui est très beau, très sensuelle, avec un très beau cinémascope, ce qui n'est absolument pas le cas de ce film. Putain, ce cinémascope me donne envie de vomir tellement que c'est mal utilisé. Il y a du mouvement partout, c'est dégueulasse, c'est pas un beau cinémascope dans le sens, on va dire, noble cinémascope. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs utilisent le cinémascope n'importe comment. Mais là, je crois qu'on atteint au paroxysme au point que c'est même pas bien cadré à des moments. Je sais pas à quel moment au montage, on peut dire, le monteur va se dire tiens je vais prendre cette prise, mais même tu vois au cadrage qu'elle est pas bien cadrée cette scène, et ils la prennent quand même. Moi ça me donne de l'urticaire fois 1000. J'en peux plus de ces gens qui disent un cinémascope n'importe comment. Et du coup après, j'ai slalomé un petit peu, mais là on a parlé un peu du teen movie sur la première partie, après on va passer au côté on va dire film de guerre. Film de guerre, on y a du coup, parce que ça se passe, on va dire, dans les années de la guerre en Irak, donc on va dire vers 2003-2007, parce que le film est globalement filmé en cinémascope. Et après, bizarrement, ce film passe en 4/3. Enfin, ce film veut passer en 4/3. Ils sont tellement aucune personnalité que ces mecs veulent, c'est pas, ils essaient de rendre hommage à Kubrick. Parce que tu peux le faire d'une manière subtile, rendre hommage à Kubrick. T'as plein de réalisateurs qui rendent hommage à Kubrick de manière ultra subtile. Mais les frères Rousseau, ils prennent la forme, mais ils en font rien. Et clairement, tu sens que tout le long de cette période de guerre, tu sens que c'est quand même... ouais, on fait un film de guerre, mais voilà, faut pas trop choquer le spectateur. Faut quand même le laisser dans sa zone de confort. Alors qu'un film de guerre, pour moi, c'est pour montrer l'atrocité de l'âme humaine. D'autres films comme Full Metal Jacket ou la folie humaine, franchement, il n'y a pas un instant où je me dis, mais merde quoi, le pauvre Tom Holland... il va péter un plomb, tout ça. Non, il y a des moments où tu te dis pas ça, tu te dis juste, mais putain, mais mec, sérieux, arrête de chouiner, quoi. Je reviendrai après sur le ouin-ouin à la fin, quand même. Mais globalement, cette séquence, on va dire, de guerre, clairement, n'est pas à la hauteur, quand surtout t'as eu un Mel Gibson qui nous a fait un film de guerre, il y a pas très longtemps, où là, il te montre vraiment une guerre sanguinolente, violente, et là, on te montre vraiment, oui, va à la guerre. Non, mais clairement, c'est... et surtout en termes de mise en scène, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup de travelling pour vouloir faire genre à la Kubrick, des plans contre-plongés, tout ça, regardez, on est des artistes, mais clairement, j'ai l'impression qu'ils me tapent sur l'épaule, tu la vois ma contre-plongée, tu vois comment je l'accentuais, tu vois comment je monte les personnages et tout ça, mais non, c'est de la branlette. Sauf que le problème, c'est que cette descente, on va dire, le teen movie plus la guerre en Irak, ça fait quand même presque, on va dire, 1 heure de film. Donc c'est-à-dire qu'il nous reste 1h20 de film, 1h20 de film où on va se taper son trouble post-traumatique, et derrière sa descente avec la drogue avec sa copine. Parce qu'il y a sa copine qui est toujours autour. Et du coup, on attaque la troisième partie, là, qui est... oh putain.
je crois que c'est la pire. Je sens qu'il y a une envie de vouloir faire son Oliver Stone, c'est-à-dire un 4 juillet, ou de faire son Requiem for a Dream. Très choquant, Requiem for a Dream, justement, c'est très perturbant sur la descente en enfer de ces personnages, à la fois visuellement et dans le scénario. Et bah là, ou même dans 4 juillet, justement, où le personnage de Tom Cruise pète un plomb. Franchement, on sent que le mec, il est malade, qu'il n'en peut plus de tout ce qu'il a vu là-bas et ce qu'il a ressenti. Bah clairement, bah là, franchement, j'ai l'impression de voir que ça a été fait par un émo. Enfin, bon, pour ceux qui savent pas, les émos, c'est des gens qui boivent du noir, qui dépriment, ah non, mais la vie c'est de la merde. Bah là, c'est à peu près ça, quoi. J'ai l'impression que c'était scénarisé même réalisé par un émo. In the things they told us. Go fight! Go kill! Sergeant man, rank car! Yeah, car left! Car left! Car left! You know, it's all a lie, look. It's just a bunch of money. Lie! Stop it! Go to bed. You're sleeping off. What did they do to you in that war? What happened to you? You need help, Ronnie. You need help. You need help! With all your God and your bullshit dreams about You're gonna wake up the whole You are... neighborhood. Franchement, de dire qu'à un moment que le personnage, je pense le personnage d'Emily, qui est la petite copine, jouée par Ciara Bravo, bah clairement, tu vois, quand elle fait « Moi, j'en peux plus, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais me droguer avec toi ». Et là, je crois que c'est le moment où je me suis mis la tête la main sur la gueule. Je fais « Meuf, t'es sérieuse, quoi? Tu vas pas bien dans ta vie, puisque ton mec, tu vas pas l'aider, je sais pas, va pour l'amener en tox. » Ou justement qu'ils voient un psy, qui fasse quelque chose. Mais à un moment, bah... Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah non, meuf, je vais me droguer avec toi, et là, ils vont tuer une descente aux enfers. Sauf que dans Requiem for a Dream, pourquoi ça marche? Parce que les personnages sont, on va dire, des fois des parfaits enfoirés, même entre eux. Et leur descente aux enfers, elle est vraiment visible, elle s'amène sur la notion du corps. Aucun des deux acteurs ne va, que ce soit le Tom Holland ou Ciara Bravo, n'ont cet aspect du corps qui justement détruit, qui pourrit. Et là, clairement, on sent juste qu'ils ont mis un peu de maquillage. Regardez, ils ont mis des cernes de panda, c'est un toxico, c'est un junkie. Et franchement, il y a des moments, mais moi ça me fait péter un plomb. Tout le temps, t'as toujours un cut de trop, t'as toujours un travelling de trop, t'as toujours une mise en scène de trop dans ce film, où les frères Rousseau, ils en font trop, t'as l'impression qu'ils ont storyboardé tout au millimètre près, mais il n'y a pas cet instant T de liberté qui permet vraiment de respirer, d'avoir une sensation d'évolution des personnages. C'est lisse, mais c'est d'une lissitude. Ça faisait très longtemps que j'ai pas vu un film Javel. Mais tu sens qu'en plus que tout dans ce film, tout est fait pour que tu sois perturbé. Sauf que le problème, c'est que le mec, il te prend par la main, il te fait « Non mais tu vois, les jeunes, ils prennent de la drogue, c'est pas de leur faute. Oh le mec, justement, regarde le Vietnam, le pauvre. Oh là là, mais regarde, le pauvre, il tombe dans la drogue, il est pas bien dans sa vie, gna 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 gna. » Et justement, je vais revenir par rapport au bouquin, c'est que en fait, tout est fait pour leur relation, c'est surtout sur la période où il commence à prendre de la drogue avec le personnage d'Emily, qui est joué par Ciara Bravo, et le personnage joué par Sherry, joué par Tom Holland. Bah clairement, le problème, c'est que c'est je t'aime, il y a des disputes, mais c'est gentil, quoi. Alors que si vous prenez le temps de lire le bouquin, à cause de la drogue, ils s'entretuent. Et je vais dire une chose, dans ma vie, j'ai vu des junkies, j'en ai vu des amis à moi qui étaient vraiment shootés à la drogue, et même des couples comme ça. Je vais vous dire une chose, ils se font pas des je t'aime, des bisous. Non, ils se foutent vraiment sur la gueule. Parce que la drogue fait que tu pètes littéralement un plomb, tu perds beaucoup de tes repères, mais là je ressens absolument pas ça. Et je sens en plus sur la fin, là je crois que c'est le moment où j'ai crisé sur la période, on va dire, braquage, où ils essaient de faire du pun break du pauvre, et clairement. Mais je fais, non mais sérieux, arrêtez. Mais vous devrez avoir honte, vous avez pas 1/10 du talent de Catherine Bigelow. Vous avez pas tout ce qu'il faut pour vraiment que ça marche. Et moi ça me fait péter un plomb.
Non, mais je pars un petit peu à droite et à gauche, là, depuis presque 15 minutes. Mais il y a des moments où je pète un plomb dans ce film. Franchement, ça fait très longtemps qu'un film m'a pas fait péter un plomb à ce point-là. À quel point un film est raté, que ça soit en termes de mise en scène et de ce qu'il veut faire. En plus, quand je dis que c'est un film passé à la javel, mais tout ce qui doit être perturbant, bah les frères Rousseau l'ont cliné pour te prendre par la main et tu fais « Non mais voilà, tu vois, t'inquiète, hein, tu vas voir un film, mais tu vas pas être perturbé. » Moi, je veux voir un film qui me bouscule. Moi, j'en ai marre des films qui me tiennent par la main, de ces films qui sont faits pour des ados de 12 ans, parce que le film est interdit au moins de 16 ans. Franchement, je te dire, vu comment ils lisent, bon, à part une petite piqûre d'héros, franchement, tu vas pas voir grand chose. Et le gamin de 12 ans, il va pas trop te perturber. T'inquiète pas, il peut le regarder tranquille sur Apple TV. Mais voilà, je m'énerve beaucoup, mais parce qu'il y a des films, franchement, des moments, ça me fait péter un plomb, de médiocrité, justement. À un moment, quand tu veux montrer des choses choquantes, faut aller dans la merde. Sauf que là, le problème, c'est que là, il y va pas. Il reste à distance, il veut. Non, mais tu vois, on va pas te perturber, hein, t'inquiète, hein. On est gentil, hein. On veut ta bienveillance. Bon, on prend un petit moment pour souffler un petit peu. Voilà, on va parler un peu de choses à peu près positives, enfin, à peu près, hein, parce que voilà, ça va pas forcément être mieux, on va dire. Je vais parler des acteurs. On parlait de Tom Holland qui interprète le rôle principal de Sherry, voilà. Et le problème que j'ai avec Tom Holland, c'est que sur la première partie en teen movie, ça passe relativement bien parce qu'il a la gueule, ça se voit que c'est un minet, faut le dire. Sur sa période, on va dire guerre en Irak et descente de la drogue, clairement, je le sens pas pourrir. Je le sens pas que le mec il a des rides. En revenant de la guerre, tu vois par exemple Tom Cruise dans 4 juillet, le mec il a des rides, tu sens son visage, il a morflé de toutes les larmes, toute la tristesse de ce qu'il a vu, et en soi l'interprétation de Tom Holland est, on va dire, correcte. Il est pas aidé par des réalisateurs qui sont vraiment entre guillemets incompétents. Et après, Chiala, bravo à ce qu'elle a, je trouve qu'elle est relativement correcte dans le film, elle joue relativement bien. Je pense surtout à Jacques Raynor qui a un petit rôle, qui joue Peel Hancock, qui est un personnage qu'on voit assez rapidement, surtout vers la fin du film. Ça s'appelle la période un peu junkie et braquage, où je trouve que c'est Jacques Raynor qui est peut-être un acteur que moi j'adore, que vous avez pu voir dans Détroit, que vous avez pu voir dans Sing Street de John Carney, que je vous savais vraiment dans Free Fire de Ben Weasley, que vous avez pu voir aussi dans Midsommar. C'était très bien Midsommar, c'était génial Midsommar. Pour moi c'est un acteur ultra généreux. Et surtout je vais faire une petite pige à Michael Gandolfini qui est le fils de Gandolfini, que vous avez pu voir notamment dans True Romance et surtout dans cette série exceptionnelle qu'est Les Sopranos. Donc clairement, pour vous dire que moi je trouve que c'est un film raté, c'est un film pas bon, trop long pour ce que c'est. Ils ont amené le blockbuster dans le film d'auteur. Je crois que c'est ça, c'est leur mise en scène de blockbuster dans le film d'auteur, sauf que ça marche absolument pas, où je pense qu'il y a des réalisateurs qui passent notamment l'inverse, qui passent, on va dire, de films entre guillemets d'auteur à des blockbusters. Je pense notamment à Sam Raimi, qui je trouve sa mise en scène se marie bien et que ça passe, bah clairement dans l'inverse, ça marche clairement pas, et je trouve que c'est un film qui est raté de A à Z. Et le pire, c'est que ça va être un film qui veut parler de l'histoire de l'Amérique, sauf que le problème, c'est que tout est fait, à part la guerre en Irak, rien n'est cité en fait, sur ce genre de merde, quoi. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur des mauvais films comme sur des bons. Mais globalement, voilà, je trouve que c'est un film globalement raté, que je trouve pas très bon, et que j'espère vraiment que les frères Rousseau ne passeront, qui restent au blockbuster, ça leur va très bien. Assumez les gars d'être des Yes Man, c'est pas forcément un mal, mais laissez entre guillemets le cinéma d'auteur américain à des gens compétents, comme James Gray ou David Robert Mitchell ou plein d'autres qui eux essaient de faire évoluer le cinéma américain, alors que vous, je pense qu'on va dire clairement que les frères Rousseau, ils ne veulent pas le faire évoluer le cinéma. Je pense que tout ce qu'ils veulent faire, c'est se prendre, avoir une image, une étiquette de réalisateur un peu plus bankable, mais du bon côté, on va dire, dans le cinéma d'auteur. Regardez, on sait faire des trucs, mais non les gars, c'est pas bon, quoi. Vraiment, je sais pas ce que vous avez pensé du film. Moi, franchement, j'ai détesté. J'ai l'impression d'avoir perdu 2h20. C'était pénible, hein, comme visionnage. Franchement, il y a des moments où je crisais énormément. Donc, j'espère que ma rage vous aura été utile. Pensez à vous abonner, à mettre un like. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est là que je suis venu sur Terre. Je me demande parfois si j'ai pas vu à l'avance tout ce qui nous attendait. Et c'était un cauchemar.